Je veux te présenter, tu vas pouvoir compléter. En fait, tu es pompier à Laval. Tu Exactement. es naturopathe. Tu Ouais. accompagnes les gens dans leur alimentation. Ça, c'est quelque chose qu'on a peu parlé de toi, je crois, à travers tes différentes entrevues. Ensuite de ça, tu es un entrepreneur qui accompagne également les pompiers à faire leur test physique. Ça s'appelle Physique Pompier, si je me Oui, c'est souviens ça, bien. exactement. C'est pas faux. Donc, un horaire occupé, on va pouvoir parler de tout ça. Mais parle-nous de toi, qui tu es, parle-nous de ce que tu fais. Ben, en fait, là, personnellement, j'ai toujours eu le profond désir de me surpasser dans la vie. Donc, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au maximum. Puis, j'ai commencé à mon plus jeune âge, à l'âge de 4 ans, à jouer au hockey. Donc, ça a tout à fait partie de moi, le sport, l'endurance, le fait de tout le temps aller plus haut, plus loin dans mes objectifs. Puis, après ça, vers à peu près l'âge de 18 ans, ben, j'ai eu une blessure à mon coude, puis j'ai pas pu continuer dans le hockey. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions à savoir vers quoi je voudrais m'en aller. Puis j'ai trouvé le CrossFit, que j'avais pas de difficulté à lever des poids parce que c'est vraiment si je me cognais le coude que ça venait enfler tout ça. Fait que je me suis lancé dans le CrossFit, puis je me suis découvert là-dedans. Donc, ça fait 12 ans que j'en fais. J'ai commencé à coacher le CrossFit. Puis pendant que j'étais entraîneur et tout ça, je voulais augmenter mes compétences, comprendre plus de choses au niveau de l'anatomie, comment que ça fonctionnait. Donc là, j'ai décidé d'aller étudier en orthothérapie, donc qui est comme la masso, qui est la kinésithérapie, qui est l'orthothérapie. Puis en même temps aussi, j'ai été étudié en naturopathie, qui est quand même aussi un long processus d'à peu près 5 ans. Et avant l'âge de 25 ans, j'ai décidé d'autres défis d'aller dans le monde de l'incendie. Puis à partir de là, quand je suis rentré justement à Laval, j'avais l'intention puis le but de justement ramasser des fonds pour les grands brûlés. Et je me suis lancé en même temps le défi de faire le demi-marathon justement pour ramasser les fonds, mais aussi parce que je suis une personne qui a besoin de se surpasser. Donc ça fait comme tout enchaîné dans ma vie, là, le monde sportif et tout ça, pour finalement réussir ce défi-là. Génial. Donc, le monde sportif, tu le dis, la santé, mais autant pour toi que pour les gens que tu accompagnes, que ça soit dans ton travail. Puis moi, dans tout ce que tu as dit, ce que je remarque, c'est qu'à la base, tu n'étais pas un coureur. Tu as fait un Non, demi-marathon avant même de parler du défi. Est-ce que tu courais avant? non, en fait, ben, tu sais, j'ai commencé, mettons, à courir à l'âge de 12 ans pour le hockey, mais c'était des 3 ou 5 kilomètres. Je n'avais jamais fait de longue distance. Quand que je me suis comme lancé là-dedans, ben, on suivait, tu sais, t'es ma coach au niveau mental, j'avais fait petit déroulement inspirant et tout ça, avec le groupe élite. Puis, au début, justement, quand on a commencé à suivre, je voulais justement justement ramasser des fonds, faire un défi. J'avais vraiment besoin ben, j'ai tout le temps besoin de me surpasser. Puis je me suis dit, je vais aller voir sur Internet. Là, je sais qu'il y a un pompier de Laval qui a déjà couru en habit de pompier, mais sans la partie faciale, sans les bottes. Puis je me suis dit, ben, je vais aller voir de quoi ça a l'air, comment se préparer à ça. Puis je me suis informé sur Internet. Puis c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un record Guinness de 21 km. Puis moi, le maximum que j'avais couru avant janvier, c'était 10 km. Je n'avais jamais fait plus que ça sans uniforme. Mais je me suis dit, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je sais, sans y aller avec les yeux fermés, je sais que toute ma vie, j'ai été un sportif, que quand je me concentre sur une chose spécifique, ben, je vais être capable de justement développer ma capacité au maximum. Puis c'est ça. Fait que j'avais jamais couru plus que 10 km au mois de janvier. Fait que j'ai commencé à monter mon volume avec du poids et tout ça. Puis j'étais suivi au niveau médical. Il y a mon physio justement aussi qui me suit, ça fait longtemps que lui, il m'a dit que justement, j'avais la capacité pour le faire, puis il m'a aussi aidé aussi à travers cette programmation-là pour éviter de me blesser. Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de comment je vais faire pour y arriver au début, mais ça, c'était pas important. Je me suis dit, je veux faire ça, je sais pourquoi, puis le pourquoi était très fort, parce que justement, il y avait une tragédie dans ma famille où est-ce qu'on, dans le fond, mes grands-parents ont perdu leur fille de 6 ans, puis à cette époque-là, leur autre fille de 15 mois qui est ma tante aujourd'hui a subi des graves brûlures. Fait qu'il y avait un gros pourquoi de je voulais ramasser le plus de fonds possible. Donc, dans le fond, au fur et à mesure, à chaque jour, je découvrais comment j'allais arriver à faire ça. Il y a eu tellement de tests, il y a eu tellement d'embûches à travers ce processus-là qu'au final, je sais que je suis vraiment fier de l'avoir réussi. Puis si tu m'aurais dit au début toutes les embûches que j'aurais eues, j'aurais peut-être pas pris l'initiative de le faire. Mais vu que j'ai été un jour à la fois, ben, j'ai été capable. T'sais. On va en parler justement des embûches. Là, on va parler plus de la préparation. Puis on salue Suzanne aussi parce que tu parles de ta tante que j'ai rencontrée avant même de te voir à la course. Donc là, c'est ton pourquoi, c'est quelque chose qui t'a vraiment motivé à faire le défi, mais également à être pompier. J'ai l'impression que ton pourquoi s'est suivi à travers ces différents défis-là. Oui, ben en fait, le pourquoi devenir pompier, une petite parenthèse, c'est que
je jouais beaucoup, tu sais, j'ai joué au hockey toute ma vie. Puis quand je suis arrivé comme entraîneur, naturopathe, orthothérapie, j'adorais ça parce que je pouvais aider les gens. J'avais, tu sais, ce côté-là qui me rejoignait beaucoup, puis que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Mais il manquait le côté fraternité, côté communauté. Puis ça, j'ai vraiment été le chercher comme pompier. Aussi le côté adrénaline, intervention, puis le métier qui est comme pas prévoyable. Là. On a vraiment des interventions qui sont vraiment tout le temps stimulants. Puis fait que c'est vraiment le côté qui m'a intéressé. Puis en allant là-dedans, justement, ben, un autre pourquoi, ben, le fait d'aller ramasser les fonds pour la fondation, ben, est venu beaucoup me chercher. Puis aussi, on est tout le temps en première ligne. Fait on voit ça, on voit des accidents arriver, on arrive, il y a des maisons en feu, il y a des familles qui perdent des biens matériels, il y a des familles qui sont touchées aussi par les incendies. Donc, en étant en première ligne, c'est sûr que ça vient beaucoup me toucher, là, cette fondation-là. Magnifique. On va parler justement, tu as dit des défis, l'équipement. Puis aujourd'hui, moi, je veux qu'on parle autant des défis physiques, mais des défis mentaux, mental, le mindset que tu as développé aussi. On va commencer par l'équipement. Parle-nous-en, c'était quoi cet équipement-là qu'il fallait que tu aies pendant ta course, les bottes, tout ça? Qu'est-ce que tu avais comme équipement? Mais dans le fond, il fallait que j'aille le bunker. Puis ça, c'est la première chose, qui est quand même aussi un challenge au niveau de la chaleur, parce que ça retient beaucoup la chaleur au niveau du bunker. Puis aussi, quand que je commence à être mouillé, le bunker, c'est les pantalons puis le haut. Là. Donc, juste pour être sûr, pour ceux-là qui ne se trouvent pas. Donc, ça, c'est un des affaires. Puis aussi, la friction avec le bunker au niveau des genoux. Il a fallu que je me tape les genoux. Il a fallu que je me tape à une coupe de place qu'il y avait de la friction. Fait que ça a été aussi des tests à faire. Mais ça n'a pas été le plus complexe. Le plus complexe dans tout, ben, le deuxième équipement, les bottes. Donc, c'est de courir avec des bottes de pompiers. Donc, les bottes de pompiers, c'est des bottes de cap d'acier qui sont en cuir. Donc, c'est quand même assez rigide. Puis, la distance maximale que j'avais faite avec l'équipement et les bottes, c'était 11 km. À partir de 11 km, j'avais des trop grosses ampoules qui me faisaient vraiment mal parce que le tape, il lâchait. J'ai essayé différentes sortes de bottes aussi. Ça a vraiment pris beaucoup de mon temps, beaucoup de tests. Puis au final, les bottes, comme 3-4 jours avant, j'ai décidé de comme, essayer une nouvelle affaire. En plus, on ne recommande pas ça. Là, quelques jours avant, j'avais comme pas le choix. Là, j'étais comme, aïe. Fait que là, on a été acheter comme un spray qui colle pour le tape. Puis, tu sais, j'espérais que ça tienne plus longtemps que on sait. C'est sûr que ça n'allait pas durer d'essayer ça, mais ça fait comme augmenter. Puis finalement, ça a tenu jusqu'à 18 km avant que je commence à ouvrir des pieds. Mais ça, j'étais content, tu sais, parce qu'en pratique, ça durait 11 km. Fait que les bottes, ça, c'est le deuxième. Après ça, on avait les gants pompiers. Puis, petite parenthèse, au niveau des gants pompiers, ça aussi, ça a pris l'eau. Puis le lendemain, j'avais de la misère à déplier mes bras tellement j'étais raqué au biceps parce que c'est comme si j'aurais couru un demi-marathon avec des 1 ou 2 livres, là, mettons, dans les mains. Après ça, ben, il y avait l'appareil respiratoire qui tient le cylindre d'air. Donc, il y a du monde, tu sais, ces réseaux sociaux, il y avait un cylindre d'oxygène. C'est pas un cylindre d'oxygène, c'est l'air ambiant qui est compressé dans un cylindre. Puis, il n'y a pas d'humidité là-dedans. Donc, ça aussi, ça a peut-être une différence au niveau de ma respiration. J'avais beaucoup la bouche qui sèche. Après ça, ben, il y avait la partie faciale que je devais avoir durant tout le long, sauf quand j'étais en arrêt. Donc, c'est là que je prenais le temps de boire, lever ma cagoule. J'avais aussi la cagoule, lever la cagoule, la partie faciale pour boire, mais durant tout le long, je vais avoir la partie faciale au visage et avec la cagoule et le casque justement sur la tête. Donc, le casque et la partie faciale, ça pèse aussi du poids. Le lendemain, j'avais comme un torticolis aussi. Là, donc, j'étais vraiment raqué de partout. Là, donc, l'évacuation de chaleur aussi, c'est pas top avec la cagoule puis le casque. Donc, ça, c'est vraiment l'équipement qu'on parle pour la course. Là. Est-ce que tu avais pesé? Est-ce que tu sais c'est quoi le poids de tout cet Ben, le poids, équipement-là? c'est un poids d'équipement de pompier, c'est à peu près 45 à 50 livres, tout dépendant comme la quantité d'air qu'il y a dans le cylindre, là, mais à peu près 45 livres, peut-être un petit peu plus, à peu près 40. Ça fait 40, 45 puis 50, mais qu'est-ce qu'on a pesé après? C'est les bottes, parce que le monde, comme quand je suis arrivé chez nous pour comme, enlever les bottes du sac, ben, c'était vraiment lourd, puis on les a pesées, puis les bottes pesaient 10 livres. Donc 5 livres chacune. Là. Donc, c'est vraiment l'effet que quand je courais, j'avais l'impression de courir dans des blocs de béton. Là. Puis j'ai été vraiment raqué au flexor. Puis d'ailleurs, après ma course, j'ai eu terriblement beaucoup de crampes, mais surtout au hip flexor. Là. Donc, au niveau des hanches, là, ils ont vraiment, vraiment beaucoup travaillé pour transporter ce 10 livres-là à la fin. Là. Je comprends, avec raison. Moi, pour courir, on s'entend qu'on choisit toujours les souliers qui sont légers, qui sont adaptés. L'équipement est super important. Donc, on est capable d'imaginer. Puis, pendant une distance de 21 km, c'est pas rien non plus. Puis, moi, ce qui me fascine dans ta préparation, c'est que tu dis que c'est en janvier que tu t'es donné ce défi-là, si je me souviens bien? Ouais, à peu près en décembre que j'ai commencé à regarder, puis en janvier, j'étais comme avec la ville, tout ça, c'était comme lancé. Là. On pouvait commencer. Puis, à travers ça, tu as testé des nouveaux équipements, tu as testé ton corps, tu as testé après combien de kilomètres tu avais des ampoules, mais il y avait aussi de la récupération à chaque fois que tu faisais ces tests-là.
Exact. Fait que, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Tu sais, j'avais, mettons, ma programmation pour la semaine, qui était, exemple, je faisais 4 jours de course, 2 jours de musculation. Mais dans mes 4 jours de course, j'avais une journée que je me mettais du poids. Fait que, tu sais, je savais que, mettons, j'avais tant d'essais avec l'équipement, puis après ça, je ne pouvais pas, parce que je ne pouvais pas commencer à mettre d'équipement 2, 3 fois semaine, j'aurais accumulé trop d'inflammation. Fait que j'avais comme un test semaine, puis c'était pas trop. Fait que j'essayais des nouvelles choses et à chaque semaine, je fais OK, ça n'a pas marché. Puis là, ça devient un peu. Ça joue dans la tête, là, parce que quand ça fait comme 2 mois que tu essaies des nouvelles affaires puis que ça ne fonctionne pas, puis que ton test s'en vient dans pas long, quand je vu que ça ne fonctionne pas, c'était vraiment au niveau des bottes. Ça ne fonctionne pas, OK, mes pieds ont encore ouvert. OK, là, aujourd'hui, j'ai des ampoules par-dessus les orteils partout à cause des câbles d'acier. Là, après l'autre jour, ben là, mes ongles commencent à faire vraiment mal à 7 km. Fait qu'il y avait tout le temps des affaires à chaque semaine que j'essaie de changer, pas tenter des affaires. Mais tu sais, vu que j'étais lancé dedans, puis il fallait que je trouve des solutions, mais tu sais, j'en ai trouvé. Tu sais, quand tu comme pas le choix, puis tu as un deadline, puis tu sais, finalement, j'ai réussi par trouver des solutions. Mais la pression était là parce que j'avais juste une fois semaine que je pouvais le tester. Fait que ça, c'est une petite parenthèse. Puis 3 fois semaine, je faisais de la course comme pas d'équipement. Puis 2 fois semaine, je faisais comme la musculation, mais ça, il a fallu que j'arrête à peu près 6, 7 semaines avant parce que je commençais à avoir trop d'inflammation des genoux et tout ça en raison du volume de course que je faisais. Là. Tiens, j'ai une question. Si tu avais déterminé un pourcentage, tu sais, des fois, on entend ça, c'est 80 alimentation, 20 physique, on entend ça dans le monde du sport. Moi, j'aimerais que tu me dises côté mindset versus physique. C'est quoi, selon toi, le pourcentage qui est mindset versus le pourcentage qui est physique? Ben, si, admettons, je m'aurais suivi, là, mettons, pendant le parcours, là, clairement, c'est le mental qui dépasse le physique. Là, parce que mon corps, il m'aurait arrêté beaucoup avant. J'avais des signes de déshydratation, des signes de coup de chaleur. Fait que si j'aurais suivi mon physique, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté la course. Là. Pour vous donner une idée, là, la première heure, j'ai couru 8 km en 1 heure. Donc, je savais mentalement que je l'aurais le défi, mais je commençais déjà à filer pas bien dans mon masque. Là. Donc, j'avais déjà comme envie. Si je m'arrêtais, j'aurais déjà abandonné. J'étais comme ça va pas. Là. Tu sais, je commençais déjà à être comme un peu étourdi, déshydraté. Parce que quelqu'un qui comme court en bunker comme ça, il a fallu que je bois comme aux 10 minutes. Mais moi, c'était au changement de cylindre, fait que c'était aux 20 minutes. Puis j'essaie de ne pas boire trop longtemps pour partir. Puis fait qu'après la première heure, je sentais déjà que ça commençait à être tough. Fait que si j'aurais suivi mon physique, ça n'aurait pas été super loin, ce défi-là. Là. Donc, le mental, moi, je pense que on pourrait dire que 90% du mental, là, parce que cette journée-là, puis même dans la préparation, ça arrivait souvent que ça ne me tentait pas d'aller courir. Tu sais, je vais même poster des vidéos que j'ai été courir dans le verglas dehors. Moi, c'était mon programming, puis c'était ça qui est ça. Puis je vais courir plus lent pour ne pas me blesser. Puis c'est ça. Tu sais. Puis il y a des journées aussi que j'allais courir, j'avais des ampoules sur les pieds parce que ça savais que j'allais courir avec mes bottes. Puis je me tapais, puis ça faisait mal juste avec mes souliers de course. Puis il fallait que j'y aille pareil, je voulais rentrer mon volume, j'avais un deadline. Donc, le mental m'a énormément aidé à traverser ma préparation, mais aussi le parcours. Là. Je veux souligner que tu dis 90 mental, 10 physique. Puis j'ai l'impression que quand on regarde un exploit comme celui que tu as fait, on pense beaucoup au physique parce que c'est énorme, on demande beaucoup au corps, mais c'est le mental qui a fait que tu as persévéré dans ce défi-là. Moi, je veux vraiment souligner ça, je trouve ça merveilleux. J'avais comme Puis, l'équipe qui me suivait, là, puis qui me voyait comme quand il restait 7 km que je commençais à pas bien filer. Puis, tu sais, il y a des gars qui me disaient comme, tu peux ralentir, tu sais, marche un peu comme ça. Tu sais, c'est sûr que tu l'as, là, le record, t'es dans les temps. Puis moi, dans ma tête, c'est comme si je commençais à marcher, je m'effondre. Fait que, tu sais, j'ai juste commencé à courir. Puis eux me disaient ça parce qu'ils me voyaient souffrir. Fait que, tu sais, si tu fiais au physique, c'est sûr que ça allait pas plus loin. Puis les comme 4-5 derniers kilomètres, quand ils faisaient les changements de cylindre, j'avais tellement de crampes partout que je leur disais comme dépêchez-vous, changez ça, il faut que je reparte parce que j'avais peur de ne pas pouvoir repartir tellement que j'avais des crampes et j'étais déshydraté. Puis fait que c'est ça, le mental, il était là à 100%. Puis je pense que même à y repenser en ce moment, je me dis, ça n'a pas été si pire que ça, mais dans le moment, si elle l'était, j'étais tellement focus, j'avais tellement visualisé, on l'a pratiqué beaucoup ensemble, la visualisation avant, pendant et après, que je savais que j'allais arriver à la ligne d'arrivée, puis peu importe comment, je savais que j'allais y arriver. J'ai tellement visualisé que même eux, ils me voyaient souffrir. Je n'avais pas l'impression que je souffrais tant que ça. Je me sentais comme pas bien, je me sentais un peu étourdi, je me sentais comme déshydraté, mais je n'étais pas aussi pire dans ma tête que quand je revois des photos, des vidéos, comment ils m'expliquent que j'étais démoli. Là. Mais dans ma tête, j'étais comme, non, j'ai un peu des crampes, je suis un peu déshydraté, mais je vais l'avoir. Fait que le mindset, la visualisation a beaucoup compté énormément. je suis contente que tu le soulignes. Donc, la visualisation, le avant, le pendant, le après, c'est quelque chose que tu as pratiqué, je pense, à tous les jours aussi, que tu prenais le Ouais. temps de bien visualiser.
c'est quoi les autres trucs, les autres outils côté mindset? Parce que moi, ce que j'aime de faire cette entrevue-là aujourd'hui, c'est que c'est pas nécessairement tout le monde qui veut faire un record mondial, c'est correct, mais tout le monde devrait avoir au moins des objectifs. Petits, moyens, grands, il n'y en a pas trop petits, il n'y en a pas trop grands. C'est quoi les outils que tu peux dire côté mindset qui t'ont vraiment aidé à relever ton défi? Bien, le un, c'est vraiment, comme on l'a parlé, la visualisation. Ça, je pense que c'est vraiment un must. Là, peu importe la personne, l'objectif que vous fixez là, de visualiser pendant que tu es en train de le faire, d'avoir du fun pendant que tu le fais, je pense que c'est vraiment important. Puis aussi de voir le résultat final, comment tu vas te sentir, de ressentir déjà cette émotion-là. Ça t'amène tellement d'énergie. Puis en me réveillant le matin, c'était la première chose que je faisais. 2, 3 minutes, je visualisais, hey, ça va être le fun. À la fin, je vais me sentir de même. Fait que là, mon boost de la journée était dans le tapis parce que je savais que la récompense allait être là à la fin. Donc, ça me donnait de l'énergie face à ça. Après ça, d'être organisé dans mon horaire parce que je ne suis pas nécessairement un professionnel dans la course au niveau que je ne fais pas juste ça de ma vie. J'ai plein d'autres affaires. Je suis pompier, naturopathe, orthothérapeute, j'ai une compagnie. Fait, il fallait vraiment que mon horaire soit bien seté. Puis on a beaucoup travaillé ensemble la zone de Gini. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de cibler dans mes journées qu'est-ce qui me donne l'énergie, puis qu'est-ce qui m'en enlève, puis dans quoi je suis bon, puis dans quoi je suis moins bon, puis délaisser à certaines personnes les choses que peut-être je suis moins bon ou qui m'enlèvent de l'énergie pour vraiment me focusser sur ce que moi je suis vraiment bon, puis sur ce que moi me donne l'énergie pour avancer, puis continuer à augmenter mon volume dans ma journée. Ça, puis aussi la qualité de présence, parce que puis encore là, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup ensemble, là, mais la qualité de présence, c'est quelque chose que j'ai adapté. Ben, je pense que je le faisais un peu inconsciemment, mais de le faire consciemment, ça fait en sorte que tu l'appliques à fond, puis ça paraît aussi dans ton comportement, dans ta journée, puis dans ton horaire. Donc, quand je suis en caserne, bien, qualité de présence, je suis à caserne, je suis focus là. Quand je vais chez nous, bien, quand je suis dans mon entraînement, je me donne à 100% dans mon entraînement. Puis je crois qu'un entraînement que tu te donnes à 100%, bien, tu vas avoir beaucoup plus de résultats que 2 entraînements qui sont donnés à 80%. Donc, la qualité de présence était là. Ça faisait en sorte que dans mon horaire, bien, quand j'étais avec ma blonde, j'étais avec ma blonde. Quand j'étais avec ma famille, j'étais avec ma famille. Fait que j'étais capable vraiment de dissocier ça dans mon horaire et d'être à 100% présent, peu importe ce que je faisais. Fait que ça m'a aidé dans mon mindset. Parce que des fois, dans le mindset, ça va jouer de se dire, je suis passé là ou je suis passé là. Fait que là, ça devient des émotions négatives dans ta journée. Moi, j'en voulais pas. Je voulais vraiment être dans un focus sur mon objectif puis savoir qu'alentour, tout est bien géré. Je trouve ça merveilleux ce que tu donnes comme outil. Tu parles de visualisation, tu parles de gestion de temps, rester dans ta zone de génie. Ensuite de ça, d'être en qualité de présence dans tout ce que tu fais. Et ces 3 outils-là, c'est des pépites d'or pour peu importe les objectifs. Là, on s'entend, c'est tellement précieux. Puis moi, c'est quelque chose que je veux souligner parce que tu as un horaire super occupé. Tu me l'avais montré aussi de quoi a l'air ta semaine. Mais à toutes les semaines, tu prenais du temps justement pour te former. Tu prenais du temps pour les coachings. À chaque semaine, on se voyait pour faire un petit update de où ce qui était rendu. Fait que ça, je trouve que l'excuse de j'ai pas le temps, tu viens d'y répondre là, pour n'importe qui se dit j'ai pas le temps de prioriser ce qui est important pour moi. Tu as parlé de qualité de présence avec les gens que tu aimes, tu as parlé de ton défi. Bien, il n'y a pas d'excuse possible. C'est ce que tu viens de répondre avec ton mode de vie. Absolument. J'adore ça. Puis j'aimerais ça qu'on parle d'alimentation, qui est ton domaine en plus, parce que nous, les sportifs, je vais m'inclure là-dedans, on se pose tout le temps la question, c'est quoi qui est mieux? Qu'est-ce qu'on mange avant? Qu'est-ce qu'on mange après? Est-ce que tu as des petits trucs éclairs que tu aimerais donner au niveau de l'alimentation? Je sais que c'est quand même unique à chaque personne, mais si tu as quand même des petites pépites d'or à nous donner, ça serait génial. Oui, mais on peut aller avec la baseline. Là. Donc, c'est dans le fond, comment on peut voir l'alimentation. Numéro un, bien, la qualité alimentaire. Donc, ça, c'est vraiment de base. Puis la qualité alimentaire, je ne veux pas en faire un podcast d'1 heure en ce moment là-dessus. Je crois qu'on sait en général qu'est-ce qui est meilleur ou moins bon. Mais il faut vraiment se focusser sur ça. Quand on a la base de la qualité alimentaire, on s'assure de justement avoir toutes les vitamines, minéraux nécessaires à notre métabolisme. On s'assure d'avoir les protéines, les glucides, les lipides qu'on a besoin de bonne qualité. Je ne veux pas rentrer dans les détails là-dessus. On reviendra plus tard dans les pauses que je fais et tout ça. Donc, c'est dans mes objectifs justement d'instruire les gens sur l'alimentation qui est vraiment la base de l'énergie aussi. Mais la qualité alimentaire, pour moi, ça, c'est la base numéro un. Fait que de savoir vraiment quoi choisir, quel aliment. Si on s'en va à l'épicerie et on n'est pas capable de savoir si cet aliment-là est bon ou pas bon, tant qu'à moi, on doit s'éduquer parce que chaque personne doit être autonome face à son alimentation. On est un peu les propres douanes de notre système, fait qu'on devrait savoir qu'est-ce qu'on ingère ou pas. Fait que ça, c'est l'étape numéro un. Après ça, l'étape numéro 2, c'est le timing. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le timing des aliments? Donc, ceux qui s'entraînent et tout ça, c'est, là, je vais aller baseline, on s'entend. Avant l'entraînement, souvent, on va prioriser les protéines et les glucides. Après l'entraînement, on priorise les protéines et les glucides. Puis à l'extérieur des entraînements, on va prioriser les protéines et les lipides.
Donc, pourquoi? C'est qu'avant l'entraînement, on va s'assurer d'aller chercher une bonne quantité de glucides, justement, parce que quand on va faire des contractions musculaires, là, je ne rentre pas dans le keto, là. Tu sais, oui, on pourrait rentrer, petite parenthèse, là, je pourrais rentrer dans les corps cétoniques, tout ça, dans le jeûne, comment que ça fonctionne, c'est pas ça, là. On est encore dans le baseline, OK? Donc, au niveau des glucides, quand je vais avoir des contractions musculaires et tout ça, bien, on est en train de vider le glycogène musculaire. Ça, c'est le sucre des muscles. Et à partir de là, quand on va manger des glucides avant notre repas, bien, on va aller aider à compenser cette perte de glycogène-là. Mais on a aussi des réserves au niveau de notre foie. Notre foie aussi va pitcher du sucre dans le sang. Fait qu'on essaie de compenser dans ces deux sphères-là. Et après l'entraînement, bien, on veut refaire nos réserves de glycogène. Donc, refaire les réserves de sucre dans nos muscles et dans notre foie, baseline. Puis à l'extérieur de tout ça, bien, on est plus dans les protéines et les lipides. On essaie de ne pas trop consommer de glucides. Les glucides, on doit les mériter. C'est comme ça qu'on doit les voir. Les journées que je m'entraîne, glucides autour de l'entraînement, les journées que je ne m'entraîne pas, plus des lipides. Parce qu'on ne veut pas se développer une résistance à l'insuline, que du monde mange tout le temps du sucre. Puis si mes réserves de sucre sont complètes dans le muscle et dans le foie, si j'en mange, bien, le surplus va aller se transformer en gras. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Fait que ça, numéro 2, timing, très important. Numéro 3, bien, la quantité, ça, il y a beaucoup de débats là-dessus. Les calories, moi, je ne suis pas un fan de calories pour plusieurs points. Si on veut pousser plus loin, tu sais, quelqu'un qui se dit, OK, mais moi, j'ai tel objectif vraiment qui est précis, bien là, oui, OK, la quantité, on va être un peu plus précis. Puis dernièrement, bien, la variété. Donc, c'est important d'avoir une bonne variété alimentaire. Il y a plusieurs erreurs alimentaires où est-ce que quelqu'un donne une journée d'alimentation, puis on fait tout le temps la même chose. Mais à long terme, on risque d'avoir des carences dans plusieurs vitamines ou minéraux parce qu'on consomme tout le temps les mêmes. Mais il y a aussi l'effet qu'il y a des vitamines et minéraux qui sont agonistes, donc qui s'aident à leur absorption. Puis il y en a d'autres qui sont antagonistes, donc qui se nuisent à leur absorption. Fait que si une journée, je mange tout le temps trop d'un minéraux, ben, je peux avoir une carence en l'autre parce qu'ils peuvent être antagonistes. Fait que varier son alimentation, c'est vraiment important. Fait que c'est souvent les 4 que je vais répéter. On peut aller plus loin, mais vraiment, c'est les 4 bases d'une alimentation saine. On a parlé de la zone de génie. On voit clairement que tu es dans ta zone de génie quand tu nous expliques ça. Donc, définitivement, on va continuer de te suivre pour d'autres trucs, d'autres conseils. Génial. Puis, je veux revenir aussi à quand tu as eu des défis. On a parlé du mental, on a parlé du mindset. Qu'est-ce que tu te disais pendant le défi? Parce que j'en ai fait des courses aussi, puis il y a un petit moment que tu as comme un démon qui dit OK, c'est assez, là, tu peux t'arrêter. Même si tu es encore capable, on dirait qu'il y a quand même cette cassette-là qui arrive. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour enlever ces pensées-là ou qu'est-ce que tu as écouté, qu'est-ce que tu as fait pour. Surtout quand c'était difficile, là, pendant ta course, quand tu t'es dit que tu aurais pu arrêter, c'est quoi que tu t'es dit? Moi, dans le fond, je me répétais souvent le pourquoi. Tu sais, le pourquoi de ma course. Puis j'ai été quand même un peu émotif durant ma course à un moment donné parce que ça faisait vraiment mal. Je commençais justement à avoir chaud, à avoir des crampes et tout ça. Puis j'imaginais mon grand-père qui a perdu sa fille, ma tante qui a vécu avec ses douleurs toute sa vie. Puis pendant que je pensais à ça, je veux pas, ben, ça me venait un peu émotif. On dirait que j'oubliais un peu ma douleur parce que je me disais, ben, ma douleur, c'est rien comparément à eux. Fait que, arrête de te plaindre, là, fait que continue à bouger tes pieds. Puis moi, je me suis répété peut-être au moins 1000 fois, bouge tes pieds, parce que je savais que si je courais tout le long, je battais le record. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, puis même des pompiers à Laval qui me coachaient, puis tout ça, puis tu ne pourras pas courir tout le long, Alexis, il faut que tu te mettes dans la tête tout de suite que tu vas devoir marcher. Puis moi, j'étais vraiment têtu, j'étais comme, je m'en fous, je le cours. Genre, je cours tout le long, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est vraiment, je veux courir tout le long, je sais que je vais le battre comme ça, puis c'est peu importe, je veux faire ça. Puis finalement, ben, j'ai jamais arrêté de courir tout le long. Puis les gars, ils capotaient. Ils disaient jamais j'aurais pensé que tu aurais pu courir tout le long. Mais moi, c'est ça que je me répétais dans ma tête. Bouge tes pieds quand ça allait pas bien, ou mettons, quand il changeait mon cylindre, je repartais tout de suite en courant pour me dire tout le long, je vais le courir, peu importe que je suis dans une pente ou pas. Donc, ça m'a aidé. Puis le fait justement de penser au pourquoi, je veux pas à un certain niveau, ça venait me chercher beaucoup. Fait que je pense que ton pourquoi, c'est vraiment la base qu'on doit vraiment savoir. Tu sais, quand tu t'engages dans quelque chose, puis quand ça va pas bien ou que quand tu as envie d'abandonner, si ton pourquoi il est très fort, ben, tu vas passer tout de suite par-dessus les défis ou les faiblesses que tu pourrais avoir mentalement. Tu sais, si ton cerveau essaie de te faire contourner vers quelque chose qui est comme plus difficile ou hey, arrête, c'est trop difficile, mais si ton pourquoi il est très fort, très solide, tu vas passer à travers. C'est pour ça que la première base, la première chose selon moi, c'est vraiment de savoir le pourquoi tu t'engages là-dedans. S'il est très puissant, très fort, c'est sûr que tu vas l'avoir. Puis j'adore ça, ton pourquoi, ça on l'entend souvent, c'est des choses qu'on travaille au niveau du mindset. Puis ce que tu viens de dire aussi, c'est de mettre de la perspective. Parce que pour toi, ta douleur, qui était intense, n'était rien à comparer d'une autre douleur beaucoup plus intense. Puis je trouve ça le fun parce que
tout est valable, là. C'est pas de dire que t'as pas mal. Tu sais, t'as mal, tu l'assumes, mais il y a quelque chose d'autre qui pourrait être plus gros. Ben moi, pendant que je courais, parce que je suis allée courir aussi à cette course-là le 4 juin, ben je me disais, hey, c'est rien. Lui, il est capable de le faire en habit de pompier. Moi, ça m'a motivée. J'ai battu un temps record. Je suis vraiment contente parce que tu m'as motivée en me disant, hey, moi aussi, je suis capable d'accomplir des grandes choses. C'est ça exactement là, le but de l'entrevue pour tous ceux qui nous écoutent, c'est de vous dire que si Alexis est capable de faire ça, si moi, ça peut vous inspirer, s'il y a des gens comme ça qui vous inspirent, mais c'est que vous avez aussi le potentiel d'accomplir des grandes choses, puis on peut s'en inspirer. Jamais dans le but de se comparer, mais comme tu as dit, OK, il y a quelque chose d'autre de plus grand qui me motive. C'est de trouver ça aussi, des gens qui nous inspirent comme ça. Puis je te l'avais dit aussi, ça m'a inspiré pendant que je courais. Je disais, c'est ça, je suis capable. Je trouve ça vraiment cool. Bravo, en tout cas, c'était une belle exploit aussi, 10 km au plus vite possible. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas pu avoir cette entrevue-là après mon parcours. Là. Bien, parlons-en, parce que moi, quand je t'ai vu, j'ai eu quand même une petite inquiétude quand j'ai su que tu étais dans la tente médicale. Puis là, j'ai attendu mon tour parce que c'était une personne à la fois. Comment tu te sentais après? Parle-nous-en dans toute transparence, parce que là, je connais le punch, mais toi, comment tu te sentais? Oui, bien, en fait, là, qu'est-ce qui est spécial de ça, de cette fin-là, c'est que, tu sais, je m'entraîne souvent en CrossFit, je vais souvent me donner au maximum, puis quand que je finis mon workout, ça arrive souvent que je vais tomber à terre, puis c'est comme soulagement. Tu sais, comme je tombe à terre, puis c'est comme terminé, là, je récupère, je me sens bien, puis là, je peux me reposer au sol. Là, quand j'ai terminé ma course, je me suis comme rendu compte à quel point j'étais vraiment mal en point. Parce que quand je me suis comme effondré à terre, c'était comme le début d'une autre sorte de douleur. L'heure et demie après a été vraiment difficile mentalement. Puis je n'étais pas en train de courir. C'était, ils m'ont branché tout de suite sur le soluté, l'équipe médicale. J'ai évité une poche, je ne sais pas combien de temps, peut-être 5-10 minutes. Ils m'ont branché sur un autre soluté. Puis mes quads, tous mes muscles étaient crampés sans arrêt. J'avais vraiment beaucoup de douleur. Après ça, c'était d'enlever mes bottes. Aujourd'hui, j'ai comme 3 ongles noirs là, avec les ampoules. C'était moins pire que je pensais pareil. Là. Mais j'avais des douleurs aux pieds, j'avais des crampes musculaires partout, j'étais déshydraté, puis j'ai eu froid pendant 1 heure et demie après. Il a essayé de me réchauffer, il n'y avait rien à faire. Il m'a enveloppé dans des couvertes d'aluminium, mais le changement de température, coup de chaleur. Fait que l'heure et demie après, j'ai énormément quand même souffert en termes de récupération. Moi, je m'attendais vraiment à ce que quand je finis, tout est beau, mais c'est que là, après, dans l'heure et demie, je me suis dit, OK, j'ai vraiment poussé la machine au-delà de ce que je pensais. Puis après ça, ça a pris à peu près ça, 1 heure et demie. Puis à un moment donné, j'ai été capable de me retourner sur le côté parce que je n'étais pas capable de bouger. Quand je me suis comme retourné sur le côté, mes flexions ont arrêté de cramper, puis ça m'a comme vraiment soulagé. Je me suis endormi 15 minutes, mais je n'ai pas sorti de la tente médicale avant 2 heures. Puis il voulait absolument que j'aille uriner avant de partir, justement pour s'assurer que je sois réhydraté. Là. Mais l'heure et demie après, était mentalement quand même quasiment autant difficile que la course parce que je ne bougeais pas, puis j'avais mal, puis je ne pouvais pas comme rien faire. Je ne savais pas quoi faire pour arrêter d'avoir mal. Fait que finalement, ça a arrêté à un moment donné. T'sais. Puis encore là, je veux souligner la force du mental parce que moi, quand je t'ai vu, moi, c'est ça le punch, l'image avec laquelle que je reste. C'est que oui, tu étais allongée, tu étais toute comme soluté, tu avais tes couvertures et tout. Mais dès que je t'ai vu, tu avais le visage tellement fier et rayonnant de tu l'as fait, puis ton mindset, il n'était pas comme oh my God, j'ai mal. C'était hey, je l'ai fait, ça fonctionne, je l'ai fait. Tu étais vraiment dans un bel état. Je trouve que ce moment-là, je t'ai vu avec ta conjointe aussi, c'est comme une image qui reste gravée dans ma mémoire de des fois, l'impression première, qui était comme, pour moi, je me demandais si tu étais correct. Puis quand je t'ai vu, puis j'ai vu que tu étais correct mentalement, malgré que ton corps était dans cette douleur-là, encore là, c'est un autre moment super inspirant pour moi. Fait que mais c'est drôle, c'est un mix d'émotions. Parce que quand j'y repense, dans ma tête, ça a comme pris une demi-heure. C'est comme ma blonde me dit, mais non, ça a pris 1 heure et demie, c'est tout ça. Je suis comme, ah ouais, dans ma tête, ça faisait comme juste une demi-heure, j'avais des crampes, tout ça. Mais j'avais des crampes, j'avais mal, mais c'est comme un peu un workout de CrossFit, quand on s'entraîne ou quand on court, on a mal. Fait que, moi, j'avais comme l'impression que ça allait arrêter quand j'allais arrêter de courir, mais ça allait continuer. Mais comme tu dis, on dirait que j'étais en train de réaliser aussi ce que je venais de faire, ce que je venais d'accomplir. Puis là, il y a ma tante qui est venue me voir, puis là, je suis parti à pleurer. Là, il y avait comme plein d'émotions. Là. Il y avait la douleur, la fierté, la réussite. Il y avait comme, honnêtement, le nombre d'émotions que j'ai vécues dans ces heures-là, c'était assez intense. Là. Mais c'était vraiment des beaux moments. Même si on peut le regarder d'une perspective extérieure, se dire, ah, il y a eu mal. Mais... Oui, j'ai eu mal, mais c'était vraiment des beaux moments quand même. Encore là, ton pourquoi était plus fort que la douleur que tu pouvais avoir. Absolument. C'est ça qui t'a gardé. Je trouve ça magnifique. Je vais m'assurer qu'on puisse répondre à des questions. Donc, je vais juste inviter les gens qui sont avec nous en live à poser des questions. Pendant ce temps-là, je vais t'en demander d'autres parce qu'il y a toujours un petit délai.
Mais je veux juste m'assurer, posez-nous vos questions si vous en avez pour Alexis, que ça soit sur sa préparation mentale, physique, avant, le après, le pendant. Peu importe, on répond à vos questions. Et on a des beaux messages aussi de merci. Merci, Alexis, de prendre ce temps-là, justement, dans ton horaire occupé pour prendre le temps de Mais ça fait partager plaisir. toutes tes belles pépites d'or. Puis justement, j'aimerais ça qu'on y aille avec des conseils. Quelqu'un qui aimerait se fixer des objectifs ambitieux, puis souvent qui ne sait pas par où commencer ou, je vais donner l'analogie, mais par où faire le premier pas. C'est quoi le premier pas possible? C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se fixer des objectifs? Ben, premièrement, c'est de suivre son intuition. Parce que moi, au niveau de ce que je me suis lancé comme objectif, au début, je me disais, si, admettons, j'ai arrêté comme plus logiquement, je me dis, ben, Alexis, j'ai jamais couru 21 km sans habits, comment tu vas arriver à faire ça? Mais j'ai suivi mon intuition, je me suis dit, ben, ça fait comme, depuis que j'ai 4 ans, j'ai 30 ans, ça fait 26 ans que je m'entraîne, je suis capable de faire ça, là. C'est sûr, je suis capable, peu importe, je sais que j'ai la capacité, fait que je suis capable. Fait que, tu sais, de le savoir, de suivre son intuition, ça, mettons, je verrais un autre record Guinness en ce moment, de faire comme un 100 km de course dans comme 3 mois, mon intuition fait comme je suis peut-être pas rendu là, parce que je veux pas, j'ai pas une chef de coureur, j'ai réussi à descendre à comme 180 livres, puis ça m'a aidé parce que je traînais du poids, mais là, de faire comme un 100 km record, ben, mon intuition me donnerait pas comme OK, je vais aller vers là. Fait que de suivre son intuition, de se connaître, de savoir aussi notre quantité de temps, de gestion de temps par rapport à l'objectif. Est-ce que je me lance un objectif puis j'aurai pas le temps, puis ça va me mettre de la pression, puis je vais pas aimer ça. Fait que ça, c'est une chose aussi que j'ai pris en considération, que j'avais un certain temps pour consacrer là-dessus. Parce que dans mon horaire, je m'entraînais déjà beaucoup. Fait que je me suis dit, je vais juste switcher mon type d'entraînement. Fait que ça, je l'avais déjà. Le pourquoi, comme on a dit, c'est vraiment important. Puis si on a plusieurs objectifs, de marquer chacun des pourquoi, puis quel qui est le plus fort dans ceux-là, de faire une sélection, mais je pense que c'est important, puis de ne pas s'en mettre trop à la fois. Donc, j'ai appris beaucoup. Je m'en ai quand même mis beaucoup cette année. Là, puis, à un moment donné, je suis comme, OK, ça, il faut que j'élimine ça, il faut que j'élimine ça, il faut que tu épures un peu. Parce que si tu te lances partout, à un moment donné, tu ne seras pas capable d'atteindre des records du monde, des affaires comme ça, ben, il faut que tu sois focus à 100%. Puis ça peut être peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, là, c'est ça, tu veux te lancer une entreprise, tu veux te lancer dans quelque chose, ben, si tu mets tout ton focus dedans, ben, tu as plus de chances de réussir, selon moi. Définitivement, c'est toujours bon de se le rappeler aussi. Puis ça répond aussi à la question, j'ai vu dans les commentaires une question d'Antoine qui disait combien de temps pour la préparation. Tantôt, on a parlé d'un 6 mois, de décembre, janvier jusqu'à juin. Mais je veux souligner aussi que tu as un 26 ans de préparation d'entraînement. Donc, un 6 mois plus intensif, focus sur ton objectif, puis 26 ans d'entraînement avant. C'est comme ça qu'on Ouais, ben, peut ça a dire. été plus, en fait, même spécifiquement sur la course, 5 mois, même à peu près 4 mois, 5 mois, vraiment spécifique course. Mais c'est sûr que j'avais un gros background athlétique à travers ça. Mais c'était vraiment calculé que ça soit 4 à 5 mois parce que, je faisais 195 livres au début. Puis le fait de m'entraîner comme ça, ben, quand je suis arrivé à mon parcours, ben, mon demi-marathon, j'étais rendu à 180 livres. Mais on est en train d'évaluer que si, admettons, je m'aurais préparé un an d'avance, puis que j'aurais réduit ma masse musculaire, de faire ce parcours-là à 100, mettons, 60 livres, ben, le 50 livres que je traînais, puis peut-être même 60 à la fin avec le poids, ben, il fallait que j'aie une bonne masse musculaire. Fait que la préparation, oui, elle était comme 4 mois spécifique, mais il ne fallait pas que je perde trop de masse parce qu'il fallait que je sois capable de transporter ce poids-là sur moi aussi. Fait qu'il y avait comme un bon juste milieu. Puis, je pense que là, c'est quand on est là-dedans, il y a tout le temps des détails, des plus, comment optimiser tout ça. Moi, j'ai envie aussi qu'on réponde pour la personne qui nous écoute puis qui a peut-être jamais couru de sa vie puis qui a envie de commencer à courir. Ben, c'est pas nécessairement de regarder tout de suite le demi-marathon. Tantôt, tu as parlé que moi, j'ai fait un 10 km. J'ai déjà accompli un demi-marathon, oui, mais un marathon aussi. Puis là, cette fois-ci, j'avais un objectif qui était différent, qui était en temps au lieu d'en quantité de kilomètres. Puis c'est ça qui est le fun de jouer avec nos objectifs, c'est qu'on peut commencer par un objectif qui est, exemple, quelqu'un qui n'a jamais couru, un objectif extraordinaire de faire un 5 km et il n'y a aucune comparaison. Moi, c'est ce que j'aime dans le monde sportif, c'est qu'on va tous s'encourager, peu importe les objectifs. Je trouve ça peut-être moi qui vis dans mon monde, là. Mais quand je vois des gens qui accomplissent des grandes choses, tu sais, 5 km, 10 km, 21 km, je vais toujours les encourager. Fait que quelqu'un qui veut commencer avec un objectif, ben c'est aussi ce que tu as nommé, d'y aller avec quelque chose qui est réaliste pour soi, de voir c'est quoi mon point de départ, c'est quoi la ligne d'arrivée, puis c'est quoi la fierté que je vais avoir à la fin de cette ligne d'arrivée-là. Puis après ça, ça peut être un autre objectif plus haut et tout. Fait que je trouve ça intéressant aussi de mettre ça en perspective pour tous ceux qui nous écoutent, peu importe dans quel domaine, que ça soit personnel, professionnel, sportif, ces trucs-là, ça s'applique. Puis là, on vient de parler justement de comment commencer avec des objectifs ambitieux.
Moi, je me pose aussi la question, après un record mondial, comment on fait pour rester motivé? On voit ça des fois là, avec des athlètes ou des vedettes qui ont atteint un gros succès. Comment on fait pour atteindre un autre sommet? Je vais donner une analogie de montagne. C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, tu sais, là, on parle de record mondial, mais dans ma tête, tu sais, j'ai tout le temps eu des grands objectifs dans ma vie. Tu sais, quand j'ai joué au hockey, je disais comme je vais en majeur, tu sais, j'ai joué quelques parties là, puis ça n'a pas été comme je voulais, peu importe, mais après ça, tu sais, j'ai atteint cet objectif-là. Après ça, au CrossFit, ben, je voulais aller aux régionaux, j'ai été 5 fois en équipe. Après ça, ben, je voulais devenir pompier à Laval. C'était un gros objectif, c'est précis, là, de dire tu vas devenir pompier et à Laval, ils n'en prennent pas beaucoup, mais j'ai réussi. Après ça, je me suis dit, ben là, je vais faire le record du monde, puis tu sais, j'ai réussi, mais c'est il ne faut pas se dire dans la tête, tu sais, dans ma tête, je me dis pas, OK, c'est un record du monde, wow, tu sais, je me dis que c'est un record personnel pour moi, tu sais, OK, tant mieux si c'est du monde, mais dans ma tête, c'est un objectif que je me suis fixé. Fait que le prochain objectif, ben pour moi, ça va être juste un autre objectif, même si ce n'est pas nécessairement un record du monde ou que ça le soit. Ben, je me dis, prochain objectif, on tourne la page, ça c'est fait, puis on continue vers un autre objectif. J'en ai eu plein dans ma vie, puis je vais continuer à en avoir. Fait que c'est pas de dire j'ai monté là, puis là, comment je vais faire pour monter là. C'est dans ma tête, ben, cet objectif-là, pour les gens, peut-être qu'il paraît là. Mais moi, dans ma tête, j'ai accompli des objectifs qui étaient peut-être plus hauts dans ma tête aussi que ça, parce que là, il y a le titre record du monde. Fait que personnellement, j'ai tout le temps eu des objectifs, puis je n'arrêterai pas de m'en mettre là, pour les prochains à venir. Justement, on en avait déjà parlé, puis je sais que les deux, on n'est pas du genre à se commettre publiquement avant de le faire. Mais là, ça fait 2 fois qu'on a la question. Entre autres, je viens de la voir de Émilie, puis je l'avais eu aussi sur un sondage que j'avais fait. Est-ce que tu as envie de nous partager un prochain objectif qui s'en vient pour toi? Ben, en fait, avec les médias sociaux, je m'en vais un peu vers au niveau de ma naturopathie, tout ça, faire beaucoup d'éducation alimentaire, au niveau de l'entraînement et tout ça. Fait que ça, c'est un de mes prochains projets. Donc, ça, c'est un petit peu plus côté développement, connaissance et tout ça. Puis après ça, côté physique, présentement, je vais recommencer à faire plus de force, reprendre ma masse musculaire. Puis j'aurais peut-être des projets de faire des records, mais plus au niveau de la force, de comme prouver que les pompiers, on est capable d'être cardio, de faire de la longue distance, ça, mais aussi de montrer que, puis pas juste les pompiers, même tout le monde, on est capable de faire des sports qui sont d'endurance, mais aussi de force. Fait que là, possiblement, ce qu'on va voir comment ça s'enligne, mais aller plus vers des entraînements de force et tout ça. Là. OK, merveilleux. Sans trop donner de punch, mais si vous voulez continuer à me suivre, c'est sûr que ça va sortir tranquillement sur les réseaux, là, vers quoi je m'enligne. Justement, c'est où qu'on peut te suivre, Alexis? Dans le fond, sur TikTok, puis sur Instagram, sur Facebook. En tout cas, moi, je suis nouveau. Hein. J'ai commencé mon TikTok mardi dernier. J'avais comme une publication, ça fait peut-être un mois, puis là, finalement, j'avais comme trop d'affaires, fait que j'ai laissé ça de côté. Donc, j'ai commencé ça comme là, peut-être 2 semaines là, ou 12 jours, mais j'essaie d'être rigoureux. Ben, pas j'essaie, je suis rigoureux, je mets des vidéos là-dessus. Donc, fait que ça, c'est une place qu'on peut me suivre, mais sur Instagram, je vais être un petit peu plus intime, je vais pousser un petit peu plus les affaires, tandis que TikTok, c'est plus des vidéos de ce que je comprends, des comme 30-40 secondes, si on peut moins pousser longtemps. Du moins, peut-être que je prends à travers mon chapeau, je commence. Là, fait que, mais TikTok, sinon Instagram. Instagram, c'est Alexis Bamba du Faux Neuf. Là, ça, tranquillement, je vais mettre justement des vidéos au niveau de la nutrition, des conseils, des affaires comme ça. Puis aussi les prochains objectifs de force. Puis Facebook, ben, je vais apprendre comment faire une page follower. Là, je ne sais pas comment encore. Je commence là, OK? Ben, c'est parfait. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que tu montres aussi qu'on peut tous commencer dans quelque chose. Là, dans ton cas, c'est les médias sociaux. Puis, tu as eu une ascension assez incroyable aussi. Parlons-en avec TikTok, là, avec les vidéos. OK, ben en tout cas, c'est une petite parenthèse. Là, j'ai comme fait un montage vidéo. Puis, c'était mardi dernier, justement. Je suis je vais mettre ça sur TikTok. Puis, la vidéo, dans le fond, la musique, elle arrête à comme 50 secondes au lieu d'une minute. Puis mes écritures, à la fin, il est comme marqué, mettons, merci, grand brûlé. Puis c'est comme coupé à moitié. Puis là, je l'ai publié. Puis là, quand je l'ai regardé, après, je fais comme, ah, fuck, la musique, elle coupe. Puis je commence, pas grave, tu sais, ça se fait ça. Puis là, j'ai publié ça, je m'en rappelle plus, peut-être à 2-3 heures de l'après-midi. Puis là, le soir, je regarde, j'ai comme 90 000 vues. Je suis comme, qu'est-ce que c'est quoi cette affaire-là? Le lendemain, je me réveille, 165 000 vues. Je suis comme, hey, ça n'a pas d'allure. Tu sais, puis là, ça a monté. Puis cette vidéo, je pense qu'il y a comme 700 000 vues. Puis là, j'en ai fait un autre, là, comme de ma ligne d'arrivée. Puis j'ai eu comme 5,4 millions de vues. J'ai comme une couple de vidéos qui est autour d'1 million de vues. Ça a juste explosé. Là. J'ai juste continué à mettre des vidéos. Puis c'est ça. Là. Mais félicitations. Puis là, tu dis, je l'ai juste faite. Mais des fois, c'est ça. C'est juste de se lancer.
Puis même si c'est pas parfait, encore là, c'est coach mode là, qui sort tout le temps de son chapeau. Mais tu sais, on s'entend, même si c'est pas parfait, tu l'as fait, ça a fonctionné. Tu as continué, tu as persévéré, lance, réajuste. C'est souvent ça la clé du succès dans tous les domaines. Là. Ça sera pas parfait. La première fois que tu as couru, c'était pas parfait. Tu n'étais pas arrivé à la ligne d'arrivée encore de ton record. Et j'ai quand même une question plus technique parce que je me le suis demandé, je t'ai entendu le dire dans une entrevue aussi, mais c'est quoi la différence? Parce que là, on parle d'un record mondial, puis en préparation, je me souviens que tu me parlais d'un record Guinness. C'est quoi la différence entre un record Guinness et un record mondial? Mais dans le fond, c'est le record mondial, c'est le terme qu'on a décidé d'utiliser parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le terme Guinness. La raison, dans le fond, c'est que, tu sais, on parle d'embûches, là, aussi, une petite parenthèse, on pourra y revenir dépendant le temps, là, mais j'ai eu beaucoup d'embûches à travers mon processus, que ce soit médical, avec les Guinness, avec l'équipement, et peu importe, là, mais pour rester autour du Guinness, c'est que, dans le fond, j'avais fait ma demande en décembre, puis eux ils disaient qu'ils nous répondaient après 3 mois. Finalement, 3 mois et plus. Finalement, je n'avais pas de réponse. Après 4-5 mois, j'ai fait les demandes. Puis, eux, dans le fond, ils m'ont classé dans le côté commercial. Fait que côté commercial, avec les records Guinness, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, vu que je le faisais pour une fondation des Grands Brûlés, vu que je ramassais de l'argent, eux, ils classent directement dans le commercial. Fait que, vu que j'utilise le nom Guinness pour ramasser de l'argent, ben, ils me demandaient, pour avoir l'accréditation, de payer 6 000 US pour avoir comme la mention Guinness, parce que j'utilisais leur nom pour ramasser des fonds. Fait que dès qu'ils ont dit ça, on a tout switché avec les réseaux sociaux, on a tout modifié pour dire qu'ils sont en ligne pour un record du monde. Parce que c'est pas vrai que je vais donner 6 000 US, exemple, ça fait 9 000, je ne sais pas trop, là, en canadien, puis j'ai ramassé 14 000 pour les Grands Brûlés. Je ne vais pas donner. Le monde, en plus, ont donné ça pour la fondation. Je ne suis pas pour mettre 9 000 pour avoir le papier qui dit record Guinness. Fait que, j'ai mis ça de côté, puis on passe à autre chose, puis c'est pas grave. C'est pas, mon pourquoi, c'est pour ça que c'est important, on peut se perdre aussi. Hein. C'est important d'avoir un pourquoi qui est fort, parce que dès que j'ai su ça, ben, mon pourquoi était fort, puis c'était clair que je n'allais pas mettre 9 000 là-dedans. Donc, on a tourné la page, puis gars, c'est pas grave, on passe à la prochaine étape qui est record du monde. Qui est parfait aussi. Là, quand on entend ça, on s'entend, pour moi, ça a la même connotation. Fait que c'est parfait. Puis là, tu parles d'embûches. Oui, on a le temps parce que je trouve que c'est ça qui est le plus inspirant, c'est de voir c'est quoi les embûches. Tantôt, tu as parlé physiquement, les ampoules, les pieds, les crampes, mentalement, record mondial versus Guinness. C'est quoi les autres embûches que tu as eues à travers tout ce parcours-là? Absolument. Ben, en fait, petite parenthèse avec les records Guinness, là, je parle de ça comme si ça n'avait pas pris de temps, là, mais ça m'a pris au moins un bon 10 jours là, de 2-3 heures par jour sur l'ordi à leur écrire, à leur répondre, parce que je ne suis pas non plus anglophone, je voulais que les messages soient clairs. Fait que, ça a été quand même, puis ça, c'est juste avant, là, mettons, un mois avant. Puis après ça, le jugement, face à ça, le jugement des autres aussi. Là, je dis, OK, j'ai mis ça de côté, mais j'avais fait des entrevues à TV, à radio, à Radio-Canada, 98.5 avec Patrick Agacé, parler de Guinness. Une chance, une chance qu'on avait fait le développement personnel parce que avant, j'en ai fait, mais là, de travailler autant le jugement des autres, cette année, ça a été, moi, c'est ça qui me bloquait le plus. Puis c'est ça qui m'a fait le plus progresser parce que c'est ça qui me bloquait le plus. Puis si je recule là, un an, de m'avoir fait refuser avec l'organisme, puis de moi avoir dit aux gens que j'allais faire ça, j'avais comme un peu paniqué. J'avais fait, oh my God, j'ai dit à tout le monde que j'allais faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Puis en ayant travaillé, le fait que, gars, on va tout le temps se faire juger, c'est pas grave, on passe à autre chose. Puis je suis juste comme, si je me fais pas juger, je suis pas encore où est-ce que je voulais être. C'est ça que je me répète tout le temps. Si je me fais pas juger, je suis pas où est-ce que je voulais être. Petite parenthèse, sur TikTok, il y a bien des commentaires très positifs, sur 95%, puis il y en a 5%, exemple, qui n'est pas calculé, mais il y en a quelques-uns qui sont pas positifs, mais à chaque fois que c'est pas possible, je me dis, c'est correct, je suis où est-ce que je voulais être, je me fais juger, c'est parfait. Fait que, bref, ça travaille aussi beaucoup mon mental, là, de me faire refuser les Guinness de même. Puis avant, justement, sans la formation, sans travailler mon mindset, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Là, parce que là, il y a une soirée de temps, j'étais un peu, on va le dire, là, désolé, mais j'étais décrissé. J'étais vraiment, là, ma blonde était là, j'arrive pas à y croire. Puis ça m'a pris peut-être 2 heures. Là. On a été prendre une marche, j'ai trouvé mon mindset, je fais, gars, c'est pas grave, il y a des solutions, on passe à autre chose. Fait que ça aussi, ça m'a quand même grugé d'énergie. Mais je suis content parce que ça m'a fait en sorte de savoir que je suis pas mal plus solide que je pensais à travers ce processus-là. Après ça, il y a le côté médical. Donc, j'ai été très bien encadré avec la Ville de Laval pour faire ce défi-là. Mais j'ai eu beaucoup de tests médicaux. Tests d'urine, tests de prise de sang, des échographies, des ECG au repos, ECG à l'effort. Puis ça a duré jusqu'à 5 jours avant mon défi. Donc, j'avais passé un ECG au repos. Le médecin m'avait comme obligé à faire ça. Puis, dans le séjour au repos, il n'était pas parfait. Puis, mon battement par minute était à 39. Fait qu'elle trouvait que c'était quand même assez bas. Fait qu'elle a juste fait une échographie aussi, savoir que je n'avais pas un cœur d'athlète ou peu importe. Fait que 5 jours avant, j'ai passé avec un cardiologue en urgence. Puis finalement, tout est correct.
Mais j'ai eu le hockey 5 jours avant. Fait que s'il y avait quelque chose, ça se pouvait que comme le 31 mai, on me dise non, finalement, tu ne peux pas le faire. Fait que là, encore là, il a fallu que comme je me dise, gars, si je ne peux pas le faire, ça sera ça, c'est pas grave, je me ferai juger, whatever, mais au moins, j'ai ramassé le plus d'argent possible, puis je vais le refaire au pire en marchant. Je sais pas, je me suis dit, gars, je penserai à ça plus tard, mais c'est quand même de la pression. Là. Pendant 3 semaines de temps, j'ai eu des tests médicaux en urgence, etc. Fait que ça aussi, ça a été un autre défi avant. Puis l'équipement, là, ça a été sans arrêt. Là. À chaque semaine, je pensais, OK, bon, les bottes, qu'est-ce que je fais? C'était surtout ça. Là. Puis même l'organisation avant, puis les gars de Laval m'ont beaucoup aidé à avoir une vanne, à avoir le nombre de cylindres que j'avais besoin. Il y avait beaucoup de gestion autour de ça. Fait que ça a été quand même beaucoup très occupé, en fait, les 3 semaines avant le défi. Là. Combien de cylindres que tu as pris finalement pendant toute la course? 14. 14. OK, donc 14 14 arrêts que tu as pris le temps de boire aussi. Donc, seulement 14 fois dans le demi-marathon que tu as bu. Oui, exact. Puis, en fait, les 2 cylindres, à la fin, qui se sont vidés assez rapidement parce que mon Apria, à force de changer les cylindres, il y a de la condensation puis il était gelé. Fait qu'il y a des cylindres qui se vidaient, les 2 derniers. Puis j'avais le goût de finir comme ça, mais ils se vidaient vraiment trop vite. Là. Tu sais, je faisais comme 400 mètres, puis le cylindre était vidé. Fait que là, il a fallu aussi s'arrêter à un moment donné pour changer au complet notre Apria. On en avait en spare des gars que ça arrive. Fait que, OK. ouais, Encore là, génial, mais je veux aussi souligner quelque chose que tu as dit, qu'à travers tes embûches, ça t'a démontré que tu étais rendu là. Puis c'est ça qui est beau, c'est quand on a des défis, peu importe à quel niveau qu'on est, dans quel domaine, peu importe, quand on a un défi et qu'on se dit « Hey, je suis capable de le relever, puis mon mindset est plus fort », ou ce que je me dis « Je suis rendu là, je suis capable de relever ce défi-là », autant pour le jugement des autres, puis ça freine tellement de gens. Veux pas le dans ce qu'on est en train de parler, ça s'applique à plein de monde qui nous écoute. Fait que merci de le souligner, de dire que quand tu as un défi, c'est aussi la preuve que tu es rendu. Absolument. Puis pour vrai, comme je me suis tellement sorti de ma zone de confort, tu sais, je le dis tout le temps dans ma vie, puis je le croyais, je me disais, ah, je me suis vraiment sorti de ma zone de confort, je suis rendu à un bon mindset. Puis en me lançant ce défi-là, je me suis rendu compte que justement, j'en avais vraiment appris des affaires cette année, puis que je n'étais pas encore où est-ce que je voulais être. Puis aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut que je me continue à mettre des défis puis des objectifs hauts parce que je sais que je peux encore me développer, là, parce que je viens de me le prouver qu'en 3 mois, j'ai énormément évolué. Là. Fait que je veux juste continuer. Là. On devient un peu dépendant à devenir meilleur, à devenir plus solide. Fait que c'est ça la croissance personnelle. Là. Et de là, l'importance de se fixer des objectifs, parce que c'est ce que tu as dit, tu en avais un grand objectif, tu en as encore. Je vais valider qu'on n'a pas d'autres questions qui n'ont pas été répondues. C'est le temps de les poser aussi parce qu'on va terminer dans quelques minutes. Sinon, je crois que ça a été pas mal répondu. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en live. Merci à ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Vous pourrez poser des questions en commentaire. Probablement qu'Alexis, tu vas vouloir y répondre aussi si on a des questions pour toi en commentaire. Je suis en train de t'engager. Peut-être que je vais répondre en audio, là. On verra si c'est long. Parfait. Donc, merci vraiment à toi, Alexis, d'avoir pris ce temps-là. Je te dis un gros bravo. Il y a tellement de pépites d'or dans tout ce que tu as mentionné, dans ton grand défi que tu t'es donné. Il y a tellement de choses qui peuvent s'appliquer pour autre chose. Fait que je te dis vraiment un grand félicitations et un grand merci à la fois. C'était un honneur aussi de t'accompagner dans ta préparation. Je me suis sentie super privilégiée de vivre ça. J'étais aussi fière de toi que de ma course quand j'ai fini ma course. Là, hey, c'est incroyable, c'est une belle journée. Fait que merci de nous inspirer. Est-ce que toi, tu as un dernier mot de la fin ou quelque chose que tu Absolument. aimerais Je dire? veux dire un gros merci de m'avoir encadré là-dedans. Ça n'aurait pas été pareil en ayant un coaching comme ça, puis des suivis autant serrés. Ça m'a vraiment aidé à progresser. Puis, tu sais, comme je l'ai dit, je me sentais solide à la course, je me sentais solide face au jugement avant. Puis, on a travaillé beaucoup de croyances, on a travaillé beaucoup la gestion de temps, les ondes de génie, tout ça, c'est tes mots. Tu sais. Donc, un gros merci dans cet encadrement-là. Ça a été super. Puis, j'ai vraiment évolué à travers tout ça. Puis, je tiens aussi à remercier les gens qui nous écoutent présentement. Puis surtout, même là-dedans qui nous écoutent, il y en a plusieurs qui ont contribué aux 14 000 qu'on a ramassés pour les grands brûlés. Puis je vous dis un mille merci parce que c'était le pourquoi que je me suis lancé ce défi-là. Puis j'ai vu que le monde a vraiment contribué, c'était malade. Fait que ça me donne juste le goût de continuer. Donc, c'est tout. Puis je vais répondre à vos questions du mieux que je peux à la suite des choses. Puis si vous voulez continuer à avoir plus d'informations sur les prochains objectifs, n'hésitez pas à me suivre. Génial. Merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée.